Durant la nuit du 15 décembre 1900, un bateau à vapeur en provenance de Philadelphie remarque en approchant les côtes écossaises que le phare d'Eylan Moor est plongé dans l'obscurité. Le chef du navire, Monsieur Holman, ne comprend pas comment cela est possible. Après quelques manœuvres périlleuses, il arrive à amarrer en Écosse. Dès son arrivée, il va parler de son incident au bureau des phares. Il va falloir attendre plus d'une semaine pour que quelqu'un aille voir ce qu'il s'est passé. Une fois arrivé sur l'île, stupeur. Il n'y avait plus personne. Les 3 gardiens ont complètement disparu. Vous avez compris, dans cette vidéo, nous allons parler du mystère du phare d'Eylan Moor. Salut à tous, je suis content aujourd'hui de vous retrouver pour un de mes mystères favoris, car il est à la fois incompréhensible et très intéressant. Et avant que la vidéo commence, le discours habituel, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche, c'est le meilleur soutien que vous pouvez apporter à cette chaîne YouTube. Maintenant, place à l'histoire. C'est le 7 décembre 1997 que le phare est mis en route, mais notre histoire se déroule 3 ans et 8 jours plus tard. C'est le 15 décembre 1900 que le chef Holman débarque en Écosse en provenance de Philadelphie aux États-Unis. Et c'est en approchant des côtes de Flannan qu'il se rend compte que quelque chose cloche. Et c'est en se rapprochant de plus en plus des côtes qu'il se rend compte qu'il y a un souci avec le phare Eylan Moor. Effectivement, celui-ci qui est d'habitude éclairé est complètement tapi dans la pénombre de la brume écossaise. D'ailleurs, Monsieur Holman est surpris car ce genre d'incident ne doit pas arriver. Il y a constamment 3 gardiens sur l'île. Comment est-ce possible que le phare ne soit pas allumé en soirée le 15 décembre? La première chose qu'il va faire en arrivant sur les côtes écossaises, c'est de prévenir le bureau des phares pour leur parler de l'incident qu'il vient d'avoir. Comme j'ai dit, ce qui est intriguant, c'est qu'il y a 3 gardiens constants dans le phare. Il y a James Ducas, Thomas Marshall et Donald MacArthur. En fait, les gardiens faisaient une genre de tournante, ils restaient 6 semaines sur l'île et puis partaient 2 semaines en vacances en Écosse, et ça tournait comme ça pour pas qu'ils restent constamment sur l'île et qu'ils puissent un peu se reposer. Mais une règle était claire, il devait toujours y avoir en permanence 3 gardiens sur l'île, veillés sur le phare. C'est seulement 5 jours après le 20 décembre qu'est prévue la navette de ravitaillement qui doit aller sur l'île Flannan. Mais à cause de mauvais temps, la navette n'a pas pu quitter le port et a dû attendre 6 jours de plus. C'est donc le lendemain de Noël, le 26 décembre, que la navette Hespérus part en direction de l'île Flannan avec à son bord Joseph Moore, le 4e gardien, qui doit vraiment faire la relève et apporter à manger en même temps. Une fois que le bateau s'approche des côtes de l'île, il se met à klaxonner. Il n'y a eu aucune réponse de la part des habitants de l'île. Alors à ce moment-là, Joseph Moore décide de tirer une fusée de détresse. Et encore une fois, aucune réponse n'est perçue. Il décide donc d'alors de prendre une barque, d'y aller de lui-même. Une fois arrivé sur le pont, il se rend compte que personne ne l'attendait. Il est assez surpris de l'accueil qu'on lui laisse, donc il décide de rentrer dans le phare. Car quand il est arrivé dans la pièce de vie, il vit une scène assez étrange. Effectivement, il avait l'impression que le temps avait fait pause, comme si les gardiens avaient dû précipitamment. Je vous explique. Sur la table, il y avait un repas à moitié entamé, composé de viande d'agneau, de cornichons et de patates. Celui-ci était resté sur la table, même pas rangé. Une chaise était jetée au sol comme si quelqu'un a dû la jeter pour partir précipitamment. Il décide donc de faire le tour, et les lampes sont remplies de pétrole, comme si elles étaient prêtes à être allumées. Les cendres de la cheminée sont froides, ce qui montre que la cheminée n'a pas été allumée depuis quelques jours. Mais la plus grande surprise qui l'attend, c'est dans le dortoir. Effectivement, dans le dortoir, il y a 2 des 3 capes huilées. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi une cape huilée, c'est une genre de longue veste imperméable qu'utilisent les pêcheurs. En plus de manquer 2 des 3 capes huilées, il manquait aussi 2 des 3 paires de bottes. Mais il n'est pas surpris que par ça. Il va trouver dans la pièce le journal de bord que tenait Thomas Marshall. Et dans celui-ci, il y a des notes plus qu'étranges. Voici les notes que Joseph lut. 12 décembre. Coup de vent du nord-quart nord-ouest. Mer démontée. Isolée par la tempête, 21h. Vague très haute, se brisant sur le phare. Tout est en ordre. Lucas, irritable. 13 décembre. L'ouragan a continué toute la nuit. Le vent à l'ouest, car nord-ouest. Lucas tranquille. MacArthur prie. Hier, MacArthur pleurait. Aujourd'hui, il priait. 15 décembre. 13h. Tempête terminée. Mer calme. Nous sommes dans la main de Dieu.
Ces traces écrites sont les dernières traces qu'on a des 3 gardiens de l'île. Après ça, on n'a plus aucune nouvelle, on n'a plus rien retrouvé de plus récent. Mais ce qui est étrange dans le récit, c'est que le 14 décembre, Thomas n'a rien noté. Et le message laissé le 15 décembre est un message plus qu'étrange. Dès le retour de l'île, le chef du Avery va envoyer un télégramme au siège de la Northern Lighthouse Board à Édimbourg. Mon anglais est vraiment catastrophique, je m'en excuse. Et c'est seulement 2 jours plus tard que Robert Murred, le surintendant de la compagnie, va débarquer pour enquêter sur l'île. Robert, après expertise, va en venir à la conclusion qu'une tempête a endommagé le débarcadère. Il en déduit donc que 2 des 3 gardiens sont descendus voir ce qu'il se passait, ils ont été frappés et emportés par une vague, et ils seraient morts noyés. Mais sa conclusion ne tient pas vraiment debout, car il n'y a pas que 2 gardiens qui ont disparu, le 3e aussi a disparu, et on ne sait pas ce qu'il en est devenu. Que lui n'a pas été attiré par une vague, sachant qu'en plus de ça, il y avait 2 des 3 vestes manquantes. Donc que la 3e veste, il ne l'aurait pas pris. Pourquoi il serait sorti sans se couvrir? C'est un réflexe assez bizarre pour d'ex-marins. Ça ne tient pas vraiment debout, ça n'a pas de sens. Mais ce qui a vraiment inquiété Robert, c'est les notes laissées par Thomas Marshall. Car elles sont simplement incohérentes. Il parle d'une tempête qui a eu lieu entre le 12 et le 13 décembre, mais en Écosse, on n'a rien capté de cela. L'île est à 20 km de là, aucune tempête n'a été aperçue, le temps était plutôt clément. Il faisait un temps un peu normal pour la saison. Il ne voit pas de quelle tempête il pouvait parler, car la seule tempête qu'il y a eu, c'est entre le 20 et le 26 décembre. Ceux qui diront que oui, mais alors du coup ils sont trompés dans les dates. Non, car Monsieur Holman est passé le 15 décembre en provenance des États-Unis et le phare était déjà éteint, et il est resté éteint entre le 15 et le 20 décembre. Donc la tempête dont il parle n'a pas existé, en tout cas pas existé en Écosse. Ça rend l'enquête encore plus bizarre qu'il parle d'un événement météorologique qui n'a pas eu lieu. En plus de ça, Thomas dit dans ses notes que MacArthur a pleuré. Laisse Robert perplexe, car MacArthur est un ancien marin fier et chevronné, c'est pas son habitude de pleurer pour des intempéries. Il ne comprend pas ce qu'il s'est passé pour que MacArthur arrive au point de pleurer. Pour lui, c'est incohérent ce qu'il se passe sur l'île. Et si on rajoute tout ça au dernier message laissé par Thomas, tout ce que je viens de vous dire, ça rend cette histoire mystérieuse, car il parle d'une tempête qui n'existe pas. Il y a des mots et des phrases qui sont un peu énigmatiques. On ne sait pas trop ce qui s'est passé dans leur tête des marins. Surtout que le 14 décembre, il n'y a rien de noté, donc on n'a aucune trace de ce qui s'est passé le 14 décembre. Ce mystère, pour moi, est hyper intéressant. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais moi, je trouve que c'est ce genre de mystère, pour moi, c'est un peu les meilleurs, parce que on a des indices, mais des indices très énigmatiques qui n'alimentent pas la résolution du mystère, mais qui entretient plus ce mystère qu'autre chose. Et moi, personnellement, j'adore. Et bref, à ce jour, on n'a pas retrouvé un seul cadavre, ni un seul habit des 3 marins disparus. Ce qui est étrange, car on n'a aucune piste, mais il y a quand même quelques théories. Bon, vous êtes prêts pour les théories? Il y en a quand même des farfelues, mais je vais pas m'attarder dessus. Je vais m'attarder que sur 2 théories, dont une qui est paranormale et l'autre qui est un peu plus logique, qui est un peu plus dans le craquage psychologique. Selon les enquêteurs, un gardien ou les 3 gardiens auraient sombré dans la folie. Vous voyez ce genre d'hystérie collective où quelqu'un va imaginer des faits et va contaminer les autres et va entraîner dans une genre de descente où tout le monde va être un peu parano. C'est peut-être ce qui s'est passé sur l'île. Les enquêteurs pensent qu'à force de solitude, ils auraient pété un plomb, ils se seraient soit tous les 3 suicidés en se jetant dans la falaise, ou soit un des 3 aurait tué les 2 autres, se débarrasser des corps avant lui-même de se suicider. Mais cette théorie ne fonctionne pas vraiment, car, comme je l'ai dit, c'est des ex-marins qui ont l'habitude de la solitude, l'habitude de la camaraderie. Ça serait étonnant qu'ils pètent un plomb comme ça en étant dans un phare, sachant qu'ils rentraient bientôt chez eux, on va dire dans 2 semaines, 4 semaines, ils rentraient chez eux. Mais c'est pas impossible. Mais ce qui est étrange dans cette théorie, c'est qu'on n'a retrouvé aucun cadavre sur l'île, on n'a retrouvé rien du tout, ni de traces de sang, ni rien. Cette théorie n'est pas logique, mais elle reste tout de même très intéressante. Cette théorie-là est un peu farfelue, mais je l'adore. Je ne sais pas si vous allez aimer aussi, mais j'aime bien un peu l'esthétique, vu qu'on est en Écosse, les fantômes, les châteaux, vous voyez un peu tout ça. Vous voyez ce mood en Écosse, on a l'impression d'être dans un monde de fantasy, je sais pas, c'est peut-être moi aussi, je sais pas si vous pensez comme moi. Je ne blague pas, c'est même une théorie qui a la faveur des habitants locaux, car une légende locale dirait qu'Elian Moore est un ancien poste avancé viking. Et suite à ça, un bateau a entré les côtes. Le bateau fantôme aurait même été aperçu par un équipage de navire qui menait l'enquête. Selon leur dire, ils auraient aperçu une mystérieuse embarcation. L'équipage était composé de guerriers au visage blanchâtre, et à son bord, 3 hommes. 3 hommes qui étaient en train de ramer,
dont 2 qui portaient des cirés. Au cours des années suivantes, les nouveaux gardiens du phare rapportent entendre des mystérieuses voix appelant le nom des gardiens disparus. Bon, pour la fin de la vidéo, je vais vous épargner les théories sans fond, je vais juste vous les énumérer. La première des 2 théories dirait qu'en fait ce sera un kidnapping extraterrestre, et c'est pour ça qu'ils auraient vu une sorte de tempête, car en fait les extraterrestres auraient fait une illusion de tempête pour venir les kidnapper, c'est flou. Je ne sais pas pourquoi les gens pensent qu'il y a eu un kidnapping extraterrestre, car aucune lueur n'a été aperçue ni rien, donc franchement, cette théorie n'a aucun fond, elle a aucune suite. La deuxième théorie dirait que ce seraient des espions qui seraient venus tuer les 3 gardiens et on ne sait pas pourquoi. Moi, je ne comprends pas cette théorie. Il n'y a pas de preuves, il n'y a pas de temps, il n'y a rien. Enfin voilà. Je veux juste vous les partager, comme ça vous savez tout sur l'histoire. Je voulais quand même vous présenter ces 2 théories-là, car je voulais savoir ce que vous en pensiez, parce que moi je trouve ça un peu farfelu, voire un peu marrant que les gens voient toujours des extraterrestres, des espions un peu partout, à chaque fois qu'il y a une histoire mystérieuse, il y a quelque chose derrière, un complot ou un truc comme ça, et ça me fait un peu rire, voilà. Mais bon, depuis 1970, le phare n'est plus occupé car il a été automatisé. Ce qui veut dire qu'il n'y aura plus personne pour constater des phénomènes étranges. Maintenant, ça va faire 123 ans que les faits se sont déroulés et on n'a toujours aucune nouvelle. En tout cas, c'était vraiment un mystère passionnant à vous raconter. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et vos théories en commentaire, je me ferai un plaisir de vous lire. Sur ce, c'était Toxydrone. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. À la prochaine.